Je vous parlerai aujourd'hui du diagramme plutôt dans un sens assez général et en même temps dans une profusion d'exemples, vraiment d'objets, d'images singulières que pour la plupart je ne prendrai pas du tout le temps de présenter ou d'analyser selon les canons, disons, de l'histoire de l'art. Je ne fais pas ce travail sérieusement. Je voulais plutôt vous exposer l'état d'une recherche, en effet, que je mène depuis quelque temps avec des étudiants de l'École des Beaux-Arts de Paris, où j'anime un séminaire pour les 5e années. Et par une conjonction favorable, cette année, j'avais décidé de travailler sur les diagrammes avec eux. Ce que je vais vous présenter, c'est donc l'état d'une réflexion qui est de nature, je disais, assez générale. En réalité, je devrais dire vraiment transversale, parce que mon intuition, c'est que le diagramme, ce n'est pas simplement une forme ou un format graphique, mais que c'est plus généralement un régime de pensée qu'on peut retrouver, que ça se passe par des images, par des dessins ou non, dans des tas de registres, dans des tas d'activités. Et pour vous donner juste une idée de l'étendue du spectre des objets que j'ai en vue, je pense par exemple qu'on peut tout à fait inventer des diagrammes purement gestuels, purement performatifs, qui ne se matérialisent pas par des traces, par des marques, par des inscriptions de type tracé ou notation dans l'espace. On peut imaginer de diagrammatiser simplement une situation en agençant des gestes dans l'espace. Bon, voilà. C'est pourquoi je voulais commencer par cette image de très jeunes gens, des enfants en réalité, qui jouent dans une rue à Brooklyn, ça doit être dans les années 40, et qui se déplacent dans un espace qui est saturé de dessins, de diagrammes, de représentations iconiques plus ou moins schématisées, et qui en même temps investissent cet espace un peu, qui évoque un peu ce qu'on a vu hier sur les vitres, sur les baies vitrées de l'école, dans cet espace très, très profus, saturé, un peu anarchique, qui organise leurs jeux et leurs gestes. Alors pour moi, vraiment, un diagramme, ça doit être pensé dans ce couplage-là. Si c'est juste une image à regarder et à analyser, ça a peu d'intérêt. Je crois qu'un diagramme doit être pensé d'emblée, de façon solidaire, dans un couplage avec des gestes, avec des activités qui peuvent prendre la forme d'une performance dans l'espace, éventuellement d'un jeu, mais qui relève plus généralement de quelque chose comme une intensité dynamique. Alors, le terme geste, en général, saisit ça assez bien, parce qu'on peut parler d'un geste de pensée, hein, c'est pas forcément mouvoir son corps dans l'espace. Bon, des gestes, c'est-à-dire des intensités dynamiques, quelque chose qui relève de la force, de l'intensité, et que le diagramme est là pour capturer. C'est dans ce couplage-là, fondamental, que je voudrais poser le problème. Qu'est-ce que c'est que ces drôles d'images? Qu'est-ce que c'est que ces graphiques, pour le dire très vaguement, qui ont la capacité de capturer quelque chose qui relève de la force, d'un dynamisme? Alors, partant de cette intuition, je vais essayer de déplier les choses calmement et de vous amener à un point à travers toutes sortes de méandres. Je crois qu'il faut à un moment se perdre aussi dans les diagrammes, c'est-à-dire accepter d'être déporté. Je veux vous amener à un point qui est alors le point le plus problématique dans l'état actuel de ma recherche, qui est une idée un peu bizarre, que j'essaye de travailler sur un exemple prototypique, pour le coup, c'est vraiment un prototype, qui est le cube de Necker, c'est-à-dire ce cube qui, représenté de façon filaire, en perspective isométrique, a l'air d'avancer et de reculer dans deux directions différentes en même temps. Je vous en projetterai l'image tout à l'heure, je ne veux pas anticiper, mais mon intuition, c'est qu'au fond, le diagramme, il présente toujours cette forme d'ambiguïté fondamentale. À un titre ou à un autre, un diagramme est toujours quelque chose qui admet au moins deux lectures contradictoires. Bon, voilà l'intuition que je veux apporter, c'est qu'au fond, ce qui fait fonctionner un diagramme, c'est que, pas simplement qu'il admet, comme c'est le cas de toutes les images, plusieurs interprétations. Ça veut dire que le diagramme, il peut être vu de deux manières en même temps. C'est ça le point. L'ambiguïté du diagramme, elle est là. Voilà, de façon très abstraite, le point où je vais vous mener, donc je vous y mènerai au prix de quelques détours. Et puis pour commencer, je vais vous envoyer des images, comme ça, sans commentaire. Ça me permet de me reposer, et ça permet un peu d'éveiller des drôles de pensées. Bon, c'est un peu des références et des points d'appui. Lacan, les nœuds, point carré, c'est le t-shirt, c'est le motif qui a servi, c'est celui-là, hein, de prétexte pour le prototype de t-shirt qu'on a vu apparaître hier. Ça, c'est les annotations de Gould sur une partition de Bach, c'est étonnant.
clé, ça c'est connu, la théorie de la ligne, les lignes pressées, les lignes lentes. On se rapproche de mon affaire de cube de Necker, les perspectives axonométriques chez les constructivistes russes, dans le deux styles. Tout à fait différent, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'orbite des diagrammes, non pas des pictogrammes, mais les isotypes qui ont été inventés pour rendre compte visuellement de certaines configurations économiques, politiques, sociales dans les années 30. L'histoire de Michael Jackson, résumée en quelques pictogrammes. La représentation visuelle du flux des données numériques. La chronophotographie, et puis toutes sortes de dynamogrammes, de gestes qui peuvent faire l'objet d'un traitement artistique, mais qui partent de l'intuition qu'on peut ressaisir sur l'espace de la feuille, quelque chose de l'énergie du geste à travers un tracé, justement. Et alors, dans des formes beaucoup plus élaborées, comment ces dynamogrammes inspirent, infusent la pensée des architectes, par exemple. Dominique Parent a beaucoup travaillé une forme archi-prototypique, une forme archétypique, qui est le plan oblique comme structure fondamentale, au lieu de tout installer à plat. Guattari et Deleuze sont intéressés aux cartes. Je vous ai dit, ça c'est juste pour agiter, remuer un peu des images et des références. Cartographie imaginaire, beaucoup d'artistes qui travaillent aujourd'hui sur les cartes. Ça, c'est un atlas de cartographie radicale qui est assez intéressant, vous pouvez acheter sur Amazon. John Cage, texte, carte, diagramme. Bon, on pourrait continuer. Les diagrammes paranoïaques de Lombardi, très vieux, sur un mode un peu moins grave. Est-ce qu'il faut appeler ça un diagramme? Les schémas qui accompagnent systématiquement, en tout cas les expériences vidéo des années 68, 76, quelque chose comme ça, de Dan Graham. Warburg, l'Atlas, alors c'est pas des cartes, c'est des agencements, des assemblages de cartes, d'images, de dessins, de tableaux ou d'arbres. Qu'est-ce qui se passe dans cette proximité? Les diagrammes d'espace-temps, c'est comme ça qu'on les appelle, donc c'est quand même important de vous le signaler. Dans la théorie de la relativité, dans le sillage de la théorie de la relativité, on a développé en 1907-1908 une façon de représenter des perspectives spatio-temporelles dans un diagramme très simple. Bon, si j'ai le temps, je vous expliquerai le fonctionnement, c'est assez intéressant. Les diagrammes de Feynman qui ont inspiré un certain nombre d'artistes, paraît-il, qui les reproduisent parce qu'ils ont un caractère fascinant. Le livre des transformations. Ça aussi, c'est diagrammatique, même si ça fonctionne sur un système de code combinatoire qui s'appuie sur des conventions symboliques. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça produit des compositions graphiques, qu'on le veuille ou non, etc. Diagramme. Donc je commence maintenant. Ma préférence, à proprement parler. En réalité, Thierry voulait que je montre mes images. Donc, je l'ai fait, Thierry. J'ai rempli ce contrat-là. Je peux m'arrêter là, théoriquement, mais j'ai envie de vous faire passer quand même quelques idées plus précises. Je commencerai par dire, en fait, que, bon, qu'est-ce que c'est? Essayons de définir, non pas ex cathedra, comme ça, mais au moins en s'appuyant sur le sens qu'on a des usages de la langue. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un diagramme? Dans l'usage standard, dans l'usage mou, relâché, bon, on évoque en fait des choses très différentes. Alors il y a tout un spectre de signification. Je ne les ai pas vraiment classées, je les ai mises comme elles venaient par groupe ou par famille, par groupe d'affinité. Bon, ça va des croquis, des crobards, excusez le terme, des tortillons, des petites choses qu'on fait quasiment sans y penser, par exemple en téléphonant. Didier Semin a écrit un livre là-dessus, en tout cas un texte sur ce qu'il appelle, je crois, les igousis. C'est ces formes qu'on trace, que la main trace pour vous, que la main trace quand vous n'y pensez pas. Qui ont quelque chose à voir avec les figures du rêve, peut-être aussi avec les images entoptiques que vous voyez sur la face intérieure de votre paupière. Bon, tout ça est intéressant, tout ça a intéressé les artistes. Figure, schéma, je laisse ça délibérément vague, mais ce serait plutôt le pôle représentatif, iconique du diagramme. C'est-à-dire qu'un diagramme, c'est aussi quelque chose qui a vocation à représenter, pas simplement à traduire
une gestualité ou une énergie, mais aussi à saisir des formes et à représenter des objets. Notation marque, c'est encore autre chose, c'est un autre régime. Il y a bien un rapport de correspondance à quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut marquer, qu'il faut enregistrer, mais ce qui passe au premier plan, c'est le geste de l'indexation, l'indice, la trace, si vous voulez. Ensuite, au-delà de la trace, il y a les tracés. Il y a ce qu'on appelle les graphes, qui sont des relevés d'un genre spécial, puisque ce qu'ils essayent de saisir, de traduire, c'est pas simplement des points, mais justement quelque chose comme un déroulement, un processus temporel. Et puis il y a tout ce qui relève des tables, des tableaux, des cartes, j'aurais pu rajouter les arbres, bon, puis là ça commence à proliférer, mais on sent déjà qu'on est très loin de cette première appui que je pense qu'il faut conserver dans les formes à l'état enveloppé, ces formes qui sont germinatives, qui ne sont pas encore pleinement développées, dont l'intention, dont le sens est absolument pas clair et qui relève plutôt d'une sorte d'opération obscure de la pensée en train de se chercher. Bon, donc d'un bord à l'autre du spectre, on a un éventail de significations qu'on peut essayer de classer. Alors moi, je vous explique simplement l'exercice que j'ai fait avec les étudiants des Beaux-Arts. C'était un exercice purement préparatoire qui avait peu d'intérêt pratique, mais il nous a permis assez rapidement d'établir un vocabulaire de base. Je vais le présenter rapidement parce qu'en fait, il saisit déjà quelques dimensions, quelques aspects du phénomène diagramme que j'ai évoqué. On a trouvé intéressant de faire la chose suivante. En fait, je leur ai demandé, j'ai distribué des feuilles blanches bêtement, et je leur ai demandé de prendre 3 minutes, c'était un exercice aussi de rapidité pour voir ce qui sort, pour exposer graphiquement l'état de leur recherche ou d'un projet en cours. Et ça a donné des choses extrêmement différentes, comme on pouvait peut-être s'y attendre. Et donc, ce qui ressortait, donc j'ai fait une sorte de jeu des 6 ou 7 familles, c'est des choses qui s'apparentent à des topogrammes, au sens où ce qui apparaît au premier plan, c'est la connexion entre des points. C'est des réseaux, si vous voulez. Il y a des points, il y a des lieux sur la feuille qui sont connectés par des flèches, par un système de lignes, etc. Donc c'est des diagrammes de type topologique, puisque ce qui est important, c'est semble-t-il, dans ces diagrammes, c'est en effet le problème de la connexion. Les dynamogrammes, j'ai déjà employé ce terme, les dynamogrammes, c'est ceux qui transcrivent, et ça se voit très vite dans la forme même du tracé, qui essayent de saisir et de transcrire quelque chose d'un mouvement, d'un déroulement, d'une gestualité. Pictogramme, c'est tout ce qui relève évidemment d'un certain usage de l'icône stylisée, qui est déjà presque un code conventionnel, mais qui a quand même un rapport de ressemblance à la chose, bon, comme sur la porte des toilettes, vous voyez un petit bonhomme comme ça, c'est ça un pictogramme. Les scriptogrammes, et là je m'en suis aperçu en faisant l'exercice, et ça a été confirmé par tout ce que j'ai vu hier sur les vitres, les scriptogrammes, c'est cette manie graphique qui consiste à insérer des mots dans l'image, et à ne pas pouvoir se passer des mots, et à faire des mots eux-mêmes des espèces de générateurs, des embryons pour des images. Et ce que j'appelle, c'est mon vocabulaire ça, scriptogramme, c'est ce qui est presque redondant, hein, scriptogramme. C'est des dessins qui portent des embryons de texte, ou alors des textes qui sont déformés, qui sont ramenés progressivement par tout un travail de recouvrement, d'inscription à l'état d'image. Ça va dans les deux sens. Ensuite, il y a les programmes, les scripts, et ça aussi, bon, certains étudiants m'ont immédiatement produit des choses qui ressemblent à des petits textes d'instruction. Et évidemment, les programmes et les scripts ont fait l'objet d'un investissement artistique dans différents courants, notamment l'art conceptuel, notamment du côté de Fluxus. Il faut à un moment donné donner un script. Un script, ça ne veut pas dire qu'on va s'y tenir, mais ça veut dire qu'il y a des indications, quelque chose qui se donne comme du prescriptif, dont on peut toujours contourner l'injonction ou la norme, mais qui a besoin d'être noté. Bon. Cage a publié, j'en parlerai tout à l'heure, un gros livre qui s'appelle Notation, où tous ses amis, tout son réseau, l'a fourni abondamment, généreusement, en diagrammes de toutes sortes, en partitions. Je veux dire qu'un script, un programme, ça peut aussi prendre la forme d'une partition. Et puis enfin, il y a les plans et les cartes, et là, vous avez tous en tête des exemples. Bon, alors essayons de préciser un peu les choses, d'organiser les choses. Bon, je vous propose, c'est ça qui va me servir de fil conducteur, en forçant un peu le trait, de simplifier et d'isoler très vite une sorte de dualité fondamentale, une polarité. Dans le champ d'activité diagrammatique, il y a un pôle topologique, les topogrammes, et un pôle dynamique, les dynamogrammes. Il y a, si vous voulez, d'un côté, les choses qui s'apparentent à des schémas, et puis des choses qui s'apparentent à des graphes.
pour simplifier, pour ne pas faire le pédant avec gramme, 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 je simplifie, je dis qu'il y a d'un côté des schémas qui essayent de saisir dans une représentation graphique des connexions, des manières dont les choses se relient entre elles, et puis il y a des graphes qui font à la base toute autre chose, à savoir transcrire, traduire, exprimer quelque chose d'un déroulement. Et on pourrait dire au fond, ce qui différencie les schémas et les graphes, ou les cartes et les graphes, on pourrait dire aussi des cartes, mais cartes a un sens trop immédiatement topographique, géographique. Donc, schéma, me convient davantage. Ce qui différencie ces deux orientations de la pensée et de l'activité diagrammatique, c'est au fond l'espace et le temps. On pourrait dire les schémas sont des organisations qui se donnent immédiatement comme spatiales, disposition, distribution de points et connexions, avec des connecteurs qui peuvent être des lignes ou des flèches ou ce que vous voudrez, alors que les graphes, alors même qu'ils se déploient graphiquement, dans un plan en 2 dimensions par exemple, le blanc de la page, expriment immédiatement quelque chose d'un déroulement, d'un processus, et donc quelque chose d'un déroulement temporel. C'est pourquoi il y a une grande différence entre le tracé géométrique, qui est là pour rendre manifeste une disposition de parties, d'éléments, avec leurs connexions qui forment un ensemble ou un tout. Donc là, c'est vraiment les rapports parties-tout et leurs connexions, qui est en premier plan. Tracé géométrique, c'est très différent d'un tracé au sens du graphe, au sens de la main qui trace. C'est tout à fait autre chose. On va dire, la dualité qu'il y a à l'arrière de cette affaire, c'est au fond un couple de concepts, forme et geste. Ou encore, pour être un peu dans la métaphore, mais c'est peut-être éclairant, l'œil et la main. Il y a une pensée de l'œil, il y a une pensée de la main. Les deux fonctionnent évidemment le plus souvent en même temps, mais ça constitue une réelle dualité qui peut nous servir de guide, de fil conducteur, pour nous orienter dans la profusion des diagrammes. Je parlais de dynamogramme, je parlais de tracé au sens de ce qui se fait, ce qui se trace. Il y a, on évoquait les sciences tout à l'heure, on évoquait Poincaré, il y a dans la tradition de la visualisation scientifique, de la schématisation que produisent les savants, qui réfléchissent à des phénomènes comme l'électromagnétisme ici, il y a production de nombreux diagrammes. Et ce qu'on a vu apparaître au XIXe siècle et encore au XXe siècle, c'est des diagrammes d'un certain genre, liés à des phénomènes de type justement du type champ magnétique ou champ électrique, et des diagrammes donc qui, chez Michael Faraday, savant anglais au milieu du XIXe siècle, prenaient la forme de champs de force, mais de champs de force qui étaient représentés par des réseaux de lignes comme ça. Alors voilà, vous avez 2 pôles magnétiques, nord et sud, et ce qu'il a montré en utilisant d'abord une poudre, de la poudre de plomb, je crois, et puis ensuite en le reportant sur des séries de dessins, c'est qu'en fait, il y avait réellement, mais physiquement, une organisation spatiale de lignes qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas visibles quand vous vous promenez comme ça et que vous regardez les choses à l'œil nu, mais qui le deviennent dès que vous insérez des trames qui permettent de reporter, de projeter ces réseaux de lignes de force sur un support qui les fait apparaître. Autre technique, mais là aussi c'est une variété du dynamogramme, on a vu apparaître tout à l'heure dans mon petit diaporama, Jules-Étienne Maré a expérimenté la chronophotographie qui consiste en fait à analyser le mouvement en le décomposant de point en point et en le recomposant par connexion de proche en proche de relevés ou de notation de points qui correspondent à des positions de certaines parties du corps dans la marche ou dans la montée d'un escalier, etc. Vous savez ce qu'une partie de la réflexion de Duchamp doit à ses expériences. Et de toute façon, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce qui m'intéresse davantage, c'est ce qui se passe quand on se livre à ce genre de relevé. L'ambiguïté que vous pouvez peut-être saisir sur cet exemple, et qui m'intéresse au fond, parce que vous voyez, la démarche consiste dans un premier temps à montrer qu'il y a 2 pôles, deux grandes orientations de la pensée et de l'activité diagrammatique, mais si je les sépare si clairement, c'est pour ensuite rendre compte du mixte, c'est-à-dire de la façon dont, en pratique, les diagrammes les plus intéressants sont ceux qui sont tendus, qui sont animés par cette dualité. Et c'est pas que l'artiste ou le scientifique ou celui qui a produit l'image ne sait pas choisir, c'est que intrinsèquement, les images diagrammatiques les plus intéressantes sont celles qui sont ambiguës parce que tendues, partagées, écartelées entre 2 lectures possibles. Et cet exemple, il est bon parce que, dans un premier temps, et à dessein, je vous l'ai présenté comme un dynamogramme,
c'est un relevé du mouvement. Alors ça, c'est un mouvement complexe, et on le transcrit graphiquement. Mais en un autre sens, pour opérer cette transposition du mouvement en dessin, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que fait Maré systématiquement? C'est qu'il commence par découper le mouvement en isolant des points. Et ensuite, il procède à une sorte de recomposition analytique du mouvement qui consiste à reconnecter les points. Alors dès que je commence à présenter, à redécrire la chose comme ça, vous voyez que ça ressemble beaucoup plus à ce que j'ai présenté tout à l'heure comme étant des topogrammes, des schémas de connexion. On a d'abord des points, et ensuite on produit quelque chose qui est déjà plus vraiment un graphe, et qui s'apparente déjà, en tout cas sous un certain point de vue, à un schéma au sens des schémas topologiques. Là, en revanche, on a un dynamogramme quasiment à l'état pur. C'est le sismographe, le principe du sismographe qui retranscrit les moindres tressaillements, les moindres inflexions d'un geste. Alors, voilà des exemples, puisque clarifier les choses, de topogrammes à l'état pur. Alors je signale simplement, élément de culture générale, je ne vais pas développer, il existe une branche des mathématiques, une branche de la topologie qui s'appelle la théorie des graphes, qui est très mal nommée de mon point de vue, parce que justement elle étudie tout autre chose que les graphes au sens que j'ai dit. Elle étudie justement les topogrammes, c'est-à-dire des réseaux de connexion entre des points. Et bon, je dis que ça relève des mathématiques parce qu'on peut le quantifier très vite et qu'on peut calculer tout ça. On peut quantifier le degré de connexion d'un espace topologique, c'est-à-dire le degré on peut faire le degré de moyen de connexion pour chaque point, mais aussi la manière dont les lignes s'organisent. Bon, tout ça peut être appréhendé avec des outils mathématiques. Et donc, très simplement, on distingue des régimes de connexion. Par exemple, ici, un régime de connexion centralisé. Les points convergent tous, les lignes qui les relient convergent tous vers un point qui est un point nodal, un point central, qui a une position hiérarchiquement supérieure dans le graphique, même si tout est à plat, à certains égards. Décentralisé, voilà, il y a une multiplicité de points nodaux. Et ça, ce serait le système quasiment rhizomatique, dirait Deleuze, où tous les points virtuellement sont connectés à tous les autres, dans une sorte de version démocratique de l'espace topologique. Je signale ça, ça s'appelle la théorie des graphes. C'est intéressant parce qu'au fond, ça montre qu'on peut saisir qualitativement les topogrammes comme étant au fond des diagrammes qui représentent fondamentalement le degré de connexion des choses. Pas la densité en tant que telle, mais le degré de connexion ou de liaison des choses. Donc ce n'est pas simplement des diagrammes de type géométrique, comme on dit, ce n'est pas simplement des diagrammes qui extraient une sorte de forme stylisée, une forme idéalisée, qui détourent les choses. C'est plus fondamentalement des représentations qui essayent, de façon schématique, certes, mais qualitative, d'abord qualitative, de transcrire quelque chose de la tenue ou de la consistance des choses. Alors que le graphe, le dynamogramme, serait plutôt quelque chose qui capture l'intensité énergétique qui anime un mouvement. Et aussi, du coup, sa capacité à varier de proche en proche, les inflexions de la courbe flexueuse dont parlait Léonard de Vinci, qui se recourbe sur elle-même. Bon, au fond, ce qui est intéressant ici, c'est une intensité qui varie, qui se module dans le temps. Tout à fait différent de ce qui est capturé là. Vous voyez, donc c'est une façon là, très abstraite, mais en même temps qui va, je crois, au cœur de la chose, de transcrire, d'exprimer cette dualité que j'indiquais, entre les topogrammes et les dynamogrammes. D'un côté, des choses qui saisissent qualitativement le degré de consistance ou de densité ou de connexion des choses, et de l'autre, des schémas des dessins, parce que tout ça, ça relève quand même du dessin, à la fin, des dessins qui expriment, qui capturent quelque chose de l'intensité ou de la variation d'intensité d'un processus. C'est pas du tout la même chose, en un sens. Bon. Et donc, mes fameux diagrammes d'espace-temps, je montre là, en fait, c'est l'ancêtre du PowerPoint. C'est Hermann Minkowski lui-même, donc un mathématicien qui a formalisé la théorie de la relativité en termes géométriques, qui a inventé les fameux diagrammes d'espace-temps. Il a réussi ce tour de force qui m'intéresse moi, que je vais essayer de ressaisir ensuite sur des cas artistiques, architecturaux, qui est de superposer, en quelque sorte, et pas pour rien qu'il utilisait aussi des transparents, mais de superposer les deux perspectives. C'est-à-dire de produire un type de représentation, les diagrammes d'espace-temps, qui superpose deux choses assez différentes. D'une part, du graphe, voilà, ça peut être immédiatement interprété comme une courbe qui se trace, au sens où on parle de la représentation graphique d'une fonction,
d'accord, une fonction algébrique. Et en même temps, à côté de ça, et en même temps, dans le même dessin, il y a quelque chose que je vais vous expliquer de façon intuitive, parce que mon intention n'est pas du tout de rentrer dans la facture et dans le détail mathématique de ces constructions. On voit quelque chose là-dedans, que donc intuitivement, je vous signale attendez, il faut que j'arrive à le voir moi-même, voilà. Que je vous signale en vous demandant d'y être attentif. Vous voyez que là, il y a un système d'axes x, t, donc t c'est le temps, c'est pour ça qu'il y a une dimension graphique. T c'est le temps, donc dès que vous faites une courbe dans un système, une des dimensions est le temps, vous pouvez interpréter, ressaisir la courbe statique comme un déroulement. Vous pouvez la suivre, vous pouvez la tracer, la retracer, la parcourir de proche en proche. Ça correspond en mathématiques à l'idée de paramètre. Paramètre d'évolution, ce qui permet de décrire avec une dimension de proche en proche les variations d'une fonction ou d'une courbe. Mais ce système d'axes, xt, il est intriqué en quelque sorte avec un autre système d'axes qui s'indique ici de façon plus pâle, en vert pâle, x', t', qui est simplement représenté en cisaille. C'est comme si on avait effectué une rotation d'angle égal de l'axe OX vers OX' et de l'axe T sur OT'. Qu'est-ce que ça signifie dans le même graphique? Et vous voyez que ces axes, ils ont une signification symbolique, c'est les cadres, c'est ce qui vient cadrer le dessin. Ils n'ont pas une signification directement graphique. On pourrait les décintrer la chose et ne pas les représenter. On pourrait dire que ça fait partie de la forme de représentation. Mais il y en a deux, justement. Deux, l'une dans l'autre, l'une sur l'autre. Intuitivement, c'est des repères, en fait, au sens du repère cartésien. Et ça sert à quoi? C'est comme des viseurs. C'est des systèmes d'axes qui permettent de viser la réalité. Ici, ce qui intéresse Minkowski, Einstein, c'est le mouvement, très simplement, une nouvelle théorie du mouvement, et des phénomènes dynamiques qui accompagnent le mouvement, la force, les transferts d'énergie, etc. Bon, ils inventent une nouvelle façon de cartographier le réel, c'est-à-dire de produire des perspectives, de viser le réel à travers des points de vue ou des perspectives qui sont des perspectives cinématiques, c'est des perspectives qui servent à viser le mouvement, et qui se distinguent les unes des autres du fait qu'on dira qu'un système diffère d'un autre parce qu'ils sont en mouvement relatif. Très simplement, si je suis sur un train et que je décris la réalité, je décris des mouvements qui ont lieu dans un pré, un type à cheval, j'emploie un système de référence, un repère, un système de référence, un référentiel, disent les physiciens, qui n'est pas le même que celui du fermier qui est à côté du pré, qui n'est pas en mouvement. Bon, donc il y a deux systèmes de repères, de référentiels de mouvement relatif. Ils vont avoir des perspectives sur le mouvement qui sont différentes. Il y a des distorsions spatio-temporelles. C'est pour ça que le concept d'espace-temps est intéressant. Il permet de comprendre ce qui se passe quand on passe d'une perspective à l'autre. Et simplement, dans le graphique, c'est ça que je voulais pointer, on le représente très concrètement en superposant deux systèmes d'axes, dont l'un est en quelque sorte cisaillé. Cisaille est un terme mathématique qui correspond à un certain type de transformation. Il est cisaillé par rapport à l'autre. Et donc, en fait, il va, de son point de vue, c'est ça qu'un mathématicien entraîné à ces diagrammes voit immédiatement, de son point de vue, il va redécrire exactement le même genre de courbe ou de graphe, mais en l'interprétant dans son repère et en attribuant, par exemple, des valeurs différentes à l'espace et au temps. Donc, le même phénomène fondamental, le même phénomène dynamique que capture le graphe, en général, il est cadré par deux systèmes d'axes, deux systèmes de référence distincts qui correspondent à deux perspectives dynamiques cinématiques liées à l'idée de vitesse sur le monde. Et ça, on arrive à le représenter dans un seul espace de représentation, comme si on avait, et c'est ce qui se passe littéralement, superposé deux calques, deux systèmes de représentation. Et ils fonctionnent ensemble, et pourquoi est-ce qu'on les représente ensemble? C'est pas juste pour le plaisir ou pour faire de l'économie de papier, c'est que réellement, ce qui intéresse le mathématicien, c'est de penser la transformation, de penser mathématiquement les transformations, c'est des systèmes d'équations, systèmes d'équations de Lorentz en relativité, qui permettent de passer d'un point de vue à l'autre, d'une perspective à l'autre, dans le même espace de pensée. Donc ça, c'est un diagramme, et il porte bien son nom, un diagramme d'espace-temps, qui est moins intéressant par son caractère graphique. Oui, on peut toujours représenter le mouvement comme un déplacement dans l'espace-temps, si vous voulez. Mais ça, on le fait depuis longtemps. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on représente ça, et en même temps, la dualité ou l'ambiguïté perspective
que ça suppose. C'est-à-dire qu'un même mouvement, un même phénomène dynamique peut être cadré, peut être envisagé de différentes façons. Et on le représente dans un seul espace de représentation graphique. Bon, voilà, c'est ça qu'il y a derrière l'idée des diagrammes d'espace-temps. Et au fond, obscurément, c'est ça qui a fasciné toutes les avant-gardes des années 20, les constructivistes de style, tous ceux qui ont compris qu'il y avait dans l'affaire relativiste quelque chose qui a à voir avec la perspective, justement. C'est-à-dire avec la possibilité de brouiller l'ordre perspectif, qui s'est mis en place, disons, à partir de la Renaissance, non pas de l'abandonner complètement, mais de le casser, de le cisailler, de sorte qu'on puisse produire des nouvelles architectures, des nouvelles formes, des nouveaux formats de représentation, où deux perspectives peuvent être en quelque sorte tenues en même temps. Format de représentation foncièrement ambigu. Bon, là j'aurais des choses à dire, mais je passe. Je pense que ça c'est un diagramme à certains égards, qui combine justement de façon intéressante une dimension purement dynamique. Je coupe, c'est presque l'acte matérialisé. Et en même temps qui s'organise sur un principe justement de disjonction, de disruption, qui pose un problème topologique. Comment cette maison, scindée en deux, continue à fonctionner comme maison, qu'est-ce que ça révèle de la structure, et puis au fond ce que ça donne à voir c'est une faille, c'est-à-dire une déconnexion entre deux ensembles. Donc c'est immédiatement un problème topologique aussi. C'est pour vous dire que la dualité que j'ai mise en place, en fait, elle devient intéressante quand elle est brouillée, ou plutôt quand les deux aspects fonctionnent ensemble dans le même dessin. Alors d'autres exemples, là je vais passer assez vite, mais que je prélève dans l'architecture. L'architecture a fonctionné au XXe siècle et jusqu'à nous comme une caisse de résonance particulièrement intéressante parce qu'ils formalisent beaucoup les architectes. Ils ont des techniques de représentation, de modélisation de plus en plus sophistiquées. Bon, ils ont des outils, quoi. Ils sont outillés, ils ont des formats, et ils formalisent sans cesse. Ça peut être agaçant à la fin. Mais l'avantage, c'est que ça fait voir clairement certaines choses. Donc ils ont tout de suite capturé ce problème de comment construire des espaces nouveaux qui, justement, jouent à la fois du graphe et du schéma, du topogramme et du dynamogramme, et qui contribuent à compliquer singulièrement la question de perspective. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce à quoi je reviendrai tout à l'heure, c'est la manière dont, justement, dans certains usages, je reviens sur cette image de l'axonométrie, c'est-à-dire au fond d'une perspective non convergente, où les lignes, il n'y a pas de point de fuite. C'est ça, une perspective axonométrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une perspective, ça c'est de la perspective, évidemment, mais parallèle. Ça ne converge pas à l'infini ou à l'horizon sur des points de fuite. Donc c'est étrange. Ça a toujours la perspective axonométrique a toujours eu un statut très étrange dans la représentation perspective, dans la tradition picturale, et même dans les arts libéraux en général, parce qu'on a toujours considéré que c'était pour le dessin technique ou pour les dessins militaires, on parle de perspective cavalière, c'est lié à la fortification et toutes ces choses. Et donc il y a une tradition mineure de la représentation axonométrique ou isométrique, c'est une autre variété, qui s'est poursuivie chez les architectes et qui a la propriété intéressante, c'est ça, le cube de Necker, de pouvoir se prêter à des lectures ambiguës. Je reviendrai là-dessus. Mais donc puisqu'on est là, je déroule mon fil architectural. Eisenman s'est amusé à produire toutes sortes de diagrammes dont on ne saisit pas forcément immédiatement la fonction, la signification du point de vue de la théorie de l'architecture. Disons que c'est vraiment des exercices théoriques pour lui en l'occurrence. Il ne s'agit pas de construire un bâtiment directement sur ce modèle-là, mais vous voyez, une manière de diagrammatiser le déroulement d'un dîner, avant, pendant, après, et la manière dont se mêle un élément purement dynamogrammatique, un graphe, et quelque chose de l'ordre d'une construction, d'une structure qui pourrait suggérer en effet, des nouveaux modes du projet architectural. Eisenman a beaucoup travaillé aussi sur la manière dont une forme, en se décalant sur elle-même, par des rotations, des translations subtiles, peut engendrer quelque chose qui ressemble à un graphe. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout obtenu par des méthodes graphiques au sens que j'ai en tête, c'est-à-dire ça ne transcrit aucun mouvement particulier. C'est simplement un ensemble d'algorithmes comme ça qui permettent à une forme de se décaler sur elle-même et de produire de proche en proche quelque chose comme un dynamisme. Autre exemple. Il faudrait pour chacun de ces dessins prendre 5 minutes pour les penser. Mais je les signale, vous pouvez toujours faire une recherche et les trouver. Eisenman a écrit beaucoup, a contribué à beaucoup de livres théoriques sur l'architecture. Et
Et je signale pour finir, ça c'était ma petite parenthèse architecture contemporaine, qu'il y a des architectes d'une autre espèce, là je pense aux gens de Knox, l'agence Knox, le principal représentant est Lars Sprebruck. Knox a inventé une nouvelle technique de diagramme maquette, qui sont assez intéressants, qui sont pour lui des sortes de germes, des germes d'intuition architecturale, qui passent par la production de réseaux de lignes, mais qu'on peut aussi produire en 3D, comme ça, des petites maquettes légères, et qui sont comme des embryons de construction architecturale. Et ça s'accompagne de tout un travail d'élaboration, j'ose à peine dire graphique, mais là on est presque, on n'est pas loin du crowbar, quoi, du croquis, qui sert à fixer un état liminaire ou germinatif du projet. J'en viens maintenant à une autre dualité. J'aime bien, vous avez compris, fonctionner par couple. C'est une méthode assez traditionnelle en philosophie. On force l'opposition, puis après on regarde comment les choses sont mêlées en pratique. Et donc une autre manière, je vous la propose, de formuler l'opposition que j'ai marquée jusqu'ici entre graphe et schéma, c'est de parler de projet et de programme. Alors elle ne recoupe pas exactement l'opposition précédente, mais elle en déplie, je dirais, elle en déplie les conséquences ou les enjeux du point de vue d'une question qui nous intéresse tous, et spécialement le laboratoire des intuitions, qui est la question de savoir en quoi s'intéresser au diagramme nous permet de mieux comprendre le processus très particulier de l'activité artistique, ou je dirais même du projet artistique. Qu'est-ce que c'est qu'un projet artistique ? Eh bien, je dirais que ça n'est pas justement un programme. Un projet, ça n'est pas un programme. Et je mets dans programme, je réserverai au programme toute la dimension très évidente dans les schémas topographiques, dans les schémas de type réseau de connexion. Le programme, on pourrait dire, il transcrit, il communique, c'est un outil visuel qui communique un certain état des choses et qui éventuellement s'assortit d'indications qui relèvent du mode d'emploi, du script, d'instructions pour manipuler un certain état de choses. Dans le projet, je mets quelque chose de tout à fait différent, qui est plutôt la dimension justement virtuelle, implicite, enveloppée, parfois un peu obscure, de ce qui est en train de se faire, de la dimension de l'activité, cette dimension qui est encore opaque à elle-même, qui est en quelque sorte en germination, et qui malgré ça parvient à se projeter sur des trames de représentation pour se renvoyer en quelque sorte sa propre image et préciser ses intentions, ou peut-être découvrir d'autres dimensions, déplier d'autres coordonnées de ce qui restait à l'état impliqué dans le projet. Projet et programme, alors vous pourriez faire une flèche comme ça et dire qu'au fond, du projet au programme, il y a un déroulement linéaire, on commence avec des vagues idées, elles se précisent et se consolident en projet, et puis à la fin on peut établir un programme et peut-être le présenter à un enseignant qui vous dira « ouais, vas-y, c'est une bonne idée ». Eh bien non, ce que je suggère, moi, c'est qu'en fait la logique du projet est presque antithétique de celle du programme, et que les types de diagrammes qu'on va mettre en œuvre quand on essaye de penser cette dimension du projet que j'indiquais sont tout à fait distincts. Alors, évidemment, là encore, il faut resserrer, après avoir marqué l'écart maximal, il faut refaire converger les choses et s'intéresser au cas, justement, où on ne sait pas très bien si c'est du projet ou du programme. L'exemple que je vais vous donner, j'aurais pu en prendre d'autres, c'est Le Corbusier. Le Corbusier, ici, qui a une théorie du plan cristal, qui m'intéresse bien, qui, à ma connaissance, n'a pas été tellement utilisée, pas tellement théorisée. C'est dans le texte célèbre « Vers une architecture », on lit ceci. Faire un plan, alors lui il appelle ça le plan, c'est préciser, fixer des idées. C'est avoir eu des idées. C'est ordonner ces idées pour qu'elles deviennent intelligibles, exécutables, transmissibles. Ça c'est la dimension programme du plan. Et c'est Le Corbusier, il est comme ça. C'est pas quelqu'un qui se complaît dans l'obscur. Il faut donc manifester une intention précise. Là c'est la dimension programme du plan. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Et c'est ça qui est intéressant. Un plan est en quelque sorte un concentré, comme une table analytique des matières, sous une forme si concentrée, donc il y a quelque chose d'excessif dans le plan, c'est si concentré qu'il apparaît comme un cristal, comme une épure de géométrie, il contient une énorme quantité d'idées et une intention motrice. Et ce qui m'intéresse dans cette idée du cristal, c'est cette idée qu'un programme, c'est pas simplement quelque chose qui présente clairement des choses précises, c'est aussi quelque chose d'exubérant, c'est quelque chose qui contient une quantité d'idées démesurée,
qui condense un nombre d'intuitions et d'idées, alors en l'orientant par une intention motrice, mais qui est en quelque sorte trop grand pour être appréhendé dans un programme. Et donc ça réinjecte, le deuxième paragraphe réinjecte toute la dimension du projet, la dimension virtuelle du projet, que le programme est censé évacuer à des fins de communication, de transmission. Alors on peut aller regarder ensuite ce qu'il fabrique. Il y a toutes sortes de diagrammes chez Le Corbusier qui représentent différents états, qui correspondent à différents niveaux que j'ai déjà indiqués. Vous trouvez des choses qui sont de l'ordre du croquis, des choses qui sont de l'ordre déjà d'un schéma d'organisation ou d'un plan avec des indications métriques. Et puis vous trouvez des choses très bizarres, comme ça. Des choses très bizarres, donc ça c'est Le Corbusier, c'est un texte qui est paru dans le journal de psychologie normale et pathologique, et que Le Corbusier a transcrit, parce que ça réveillait chez lui des intuitions, sans doute. Et donc c'est une représentation graphique, on ne sait pas tellement quel statut lui donner, de différents états, de différentes dispositions mentales. Alors ici, il y a quelque chose qui est clairement de l'ordre du graphe, du dynamogramme. Incohérence, violence, déséquilibre, on fait des gestes, on fait des lignes cassées, des lignes agitées ou excessivement coudées, cassées. Sensations diverses, on ne sait pas très bien, c'est ouvert, quoi. Et puis cohérence, déterminisme, équilibre, bien-être, des formes géométriques. Quel est le statut de ce genre de dessin? Pourquoi ça intéresse Le Corbusier? Qu'est-ce qu'il essaye de fixer? Alors on peut dire que c'est quand même très naïf, quoi. En gros, quand on est calme, on fait de la géométrie, quand on est agité, c'est... Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que c'est que ces dessins? C'est pas tellement ce qu'il a voulu dire. C'est pas la théorie psychologique qu'il y a derrière. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à ça. Et vous voyez, comment on passe de quelque chose qui est un pur graphe à quelque chose qui est quasiment pictogrammatique. Et donc ça m'amène, c'est le deuxième moment de mon exposé. Le troisième moment étant cette proposition que je vais faire là, sur l'ambiguïté foncière du diagramme, le cube de Necker. Le deuxième moment, là, je voudrais qu'on se plonge 10 minutes, dans justement cette dimension un peu obscure du projet, qui, je trouve, est bien résumé par un terme que Paul Valéry a introduit dans la langue. Ça n'a pas pris, hein, manifestement, c'est l'implexe. Qu'est-ce que c'est que l'implexe? Dans les textes de Valéry, ça désigne justement cette dimension inchoative, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire, cette dimension impliquée, implexe, c'est ce qui est enveloppé, impliqué à l'état d'implication, c'est-à-dire en quelque sorte non développé, mais qui est déjà quelque chose comme une idée motrice ou comme une idée génératrice pour, bon, par exemple, dans son cas, la production poétique. Ça prend souvent chez lui la forme d'une idée rythmique, comme il dit, non pas forcément un rythme musical défini, mais une idée qui constitue déjà un embryon de rythme, quelque chose qui a déjà une organisation propre, mais qui reste à l'état impliqué, c'est-à-dire qui n'est pas encore développé symboliquement dans l'ordre du langage, quoi. Dans les cahiers de Paul Valéry, donc voici quelques spécimens, ça a été reproduit chez Gallimard, c'est passionnant parce que c'est plein de croquis, de petits schémas, etc. Ça fourmille de tentatives graphiques diverses pour fixer, pour noter des intuitions ou des idées. Valéry se livre à propos de différentes choses, alors ça va de la physique mathématique à la psychologie, en passant par la théorie poétique, justement. Il s'essaye à des schémas, des graphes de toute nature, des schémas de connexion, des choses qui sont beaucoup plus figuratives aussi, un pistolet, là, je ne sais pas pourquoi, en haut. Et bon, on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus, par exemple, ça a attiré mon attention. Alors là, c'est le type même du diagramme de type topographique, donc le topologique, topogramme. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il essaye de saisir. Alors, on ne sait pas très bien, et sans doute lui non plus, puisque ce sont des idées implexes, enfin, je n'ai pas expliqué, mais il se levait le matin très tôt, il se faisait un café très fort, il fumait un cigare, et il se mettait à remplir des pages de son cahier, c'est ça. 3 heures par jour avant de commencer vraiment sa journée. Donc souvent, c'est des idées qui sont vraiment très mal dégrossies, quoi, qui sont des embryons, des tortillons d'idées, comme il dit, qui parfois le déçoivent beaucoup quand il les relit. Bon, un peu le genre de choses qu'on a au réveil, après une nuit de sommeil, et qu'on s'imagine avoir des idées formidables. Après le chocolat chaud ou le café, on se rend compte que c'était pas si formidable que ça, mais lui, en tout cas, il les fixait, c'est ça l'intérêt. Veille, sommeil, puisqu'on en parle. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce que ça montre? C'est très difficile à interpréter, ça ne s'accompagne pas d'un texte qui explique ça.
Et je dirais ça, c'est vraiment, ça vous montre aussi que un diagramme, au fond, il n'est pas là pour être interprété. Il ne s'agit pas de recoller là-dessus, sur ces images, une théorie, c'est-à-dire d'expliciter ce que ça veut dire, ce que ça symbolise. Alors il y a une dimension symbolique, évidemment. Et le fait qu'il y ait simplement marqué veille et sommeil au-dessus de ces formes indique déjà un sens de lecture. Veille et sommeil, c'est pas simplement des mots, c'est aussi des concepts, c'est aussi des choses qui charrient avec elles des idées, des théories, des interprétations. Et on a envie de dire, bon voilà, on va essayer de comprendre ça comme un diagramme de la veille et ça comme un diagramme du sommeil. Mais l'intérêt du diagramme, c'est qu'il est opaque, quoi. Il est têtu, il est obscur, il oppose une résistance assez forte aux interprétations qu'on peut plaquer dessus. Et puis, il fait surgir, c'est ça le propre de l'implex, il fait surgir dans l'état de condensation, cristallisation extrême, pour reprendre le terme de Le Corbusier, il fait surgir de nouvelles idées, des idées qu'on n'avait pas avant. Donc là, je ne sais pas, on pourrait prendre 2 secondes et se demander, c'est quoi veille, sommeil, d'ailleurs, ça me reposera. Est-ce que quelqu'un veut dire 2 choses là-dessus, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Non, là c'est fermé, là c'est ouvert. Alors évidemment, ça c'est... C'est l'illusion d'ailleurs de Valérie, et son illusion. Bon, je n'en parle pas aujourd'hui, hein, parce que j'ai eu l'idée, etc. C'est très intéressant, ce qu'on appelle, c'est très bien, l'obstacle épistémologique chez Valérie. Il n'arrive pas à serrer ce passage entre le jour et la nuit, et parce qu'il n'a pas pu plonger chez les aborigènes, etc., ou dans les mythologies, il n'a pas plongé là-dedans. Là, la question, elle est résolue. Là, je ferme la parenthèse. Les lignes de rêve des aborigènes. Oui, bien sûr. Qui sont des lignes de rêve, qui sont des lignes de vie. Moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Tu fais bien le lien. Voilà, exactement. Ça, c'est capital. Hein. Alors, ça évoque d'autres choses? Comment on comprend ça? Pourquoi la veille, c'est comme ça, et le sommeil, comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que le sommeil, c'est tout d'une certaine façon se rejoint parce que le monde est clos et qu'il est en plus marqué par une part d'oubli, donc il apparaît comme tous les éléments semblent liés, tandis que la vie elle est plus complexe, hétérogène, et à partir d'une idée ou d'un acte, les choses se séparent tout en restant liées. C'est l'activité réelle. Chapeau. Centripète et centrifuge. Ouais, pète et fuge, centripète et centrifuge. Oui, exactement. Oui, il y a ça. Enfin, on peut, à partir, ce qui m'intéresse, moi, c'est que la façon dont on fait... Oui, tu es enfermé dans le rêve. Dans le rêve, tu es enfermé. Oui. Tu es dominé. Tu ne diriges pas. Tu es dirigé. Et là, tu diriges. Oui, on peut aussi imaginer que je circule à toute vitesse. Oui, comme ça, exactement. et que je m'éclate. Mais en boucle. En boucle, oui. En boucle. On commente, mais c'est formidable de la part de Valérie de réussir à traduire ça. Oui. Alors la question, c'est est-ce qu'il traduit ça, ou est-ce qu'en le faisant, justement, il nous fait... Parce que tout ce que vous avez dit, moi, j'y aurais pas pensé, à vrai dire. C'est la question et que je me demande si c'est pas le dessin qui vous l'a fait dire. Mais si, André Breton pose cette question. C'est que Valérie n'arrive pas à saisir André Breton. Mais toi, tu es très savant et tu as déjà la théorie. Tu sais ce qu'ils ont dit. Parce que le problème, j'étais confronté au problème, pourquoi je suis dans Valérie, et dans André Breton, et surtout dans Dada. Et j'ai mis 20 ans. Et maintenant, j'ai compris la question. En plongeant, c'est les aborigènes d'Australie. Tous les travaux, et là, c'est clair. Alors, les aborigènes. Bon, un mot simplement, ça c'est une indication. J'aime bien sa tête, et aussi parce qu'il a une théorie du schéma dynamique qui n'est pas très loin de celle de l'implex chez Valérie, et qui est l'idée d'un... Alors il appelle ça schéma dynamique, moi j'aime bien, parce que c'est la contradiction dans les termes, dans mon système, dans mon petit vocabulaire. Ce que j'ai mis en place, c'était les schémas d'un côté, les graphes de l'autre. Et là il parle de schéma dynamique. Et c'est exactement ça ce qu'il a envie. C'est quelque chose qui se traduit déjà spatialement, par des connexions ou des liens entre les idées, entre les états de pensée, et qui en même temps conserve quelque chose de dynamique, c'est-à-dire d'intrinsèquement flou, de nébuleux, hein, c'est le terme qu'il emploie, et il dit, au fond, tout processus de création, il prend comme exemple des choses très diverses, hein, la création artistique, mais aussi la création philosophique, la production d'énoncés dans le langage, et même la création, l'invention, disons, chez les grands joueurs d'échecs. Il dit, comment c'est... Bon, alors je vais prendre cet exemple, c'est le plus simple à expliquer. Chez les grands joueurs d'échecs, qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment donné, je ne sais pas, moi, Tigran Petrosian invente une diagonale complètement folle pour aller coincer la reine dans un coin et gagner une partie. Comment ça lui vient? Alors, on sait très bien que c'est des vraies machines, c'est des bêtes, ils engrangent, ils ont des mémoires d'éléphants, ils engrangent des tonnes et des tonnes de parties, de coups standards, et ils s'exercent sur telle ou telle situation, et ils connaissent toutes les variantes, etc. Et on peut toujours dire que comme un ordinateur, le moment venu, ils vont sortir la bonne fiche, qui va leur permettre de faire le coup gagnant. En réalité, tout le monde sait que c'est pas comme ça, et les premiers à le dire, c'est les champions eux-mêmes. Ils savent très bien qu'à un moment donné, l'attention se met à flotter. Alors, c'est pas le sommeil ni le rêve, mais c'est quelque chose,
justement de l'ordre... C'est pas non plus l'inspiration poétique, hein, c'est quelque chose de l'ordre d'un retour à un état un peu nébuleux, un peu latent de l'idée. Ça correspond assez bien à ce que Bergson appelle un schéma dynamique, et Bergson, à propos des joueurs d'échecs, dit au fond ce qu'ils perçoivent, c'est pas du tout, comme on pense souvent, parce qu'on pense que c'est des esprits géométriques, c'est pas du tout des systèmes de position avec des pièces codées dont ils savent comment elles peuvent bouger, c'est pas des configurations, c'est des rapports de force. Il dit ce qu'ils sentent, et ils le voient d'un seul coup d'œil, c'est des jeux de tension, des rapports de force, et donc quelque chose comme un schéma de connexion, mais qui est redoublé aussi de cette dimension dynamique, alors plus graphique, dynamo-grammatique, qui est des lignes de force qui zèbrent en fait, qui émaillent, qui zèbrent ce champ de force et qui suggèrent des mouvements ou des développements possibles, mais qui ne les suggèrent pas de façon géométrique, comme des formes qui seraient tracées en quelque sorte par l'imagination, mais qui les suggèrent comme des possibilités de poussée, de tension, de développement virtuel. Et il dit, au fond, le schéma dynamique, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'on n'a pas réussi à penser quand on faisait de la psychologie ou de la philosophie. On s'imagine toujours que penser et créer, c'est avoir des idées, c'est des états de choses, des états de pensée, pardon, bien identifiables, en droit, et qui se connectent et qui produisent dans leur connexion quelque chose d'original. Alors que ce qu'il faut penser, c'est que justement, quand on crée, on n'a pas d'idée, c'est-à-dire on est avant l'idée. On est avant la cristallisation de l'idée en une proposition. On est dans cet état nébuleux, virtuel, du schéma dynamique où une quantité d'idées germent et se mettent à danser, à flotter. Puis à un moment donné, ça se condense, ça se cristallise, et puis on trace une ligne, justement. Alors il essaye de penser ça. Une seconde, là, je vais le dire, parce qu'après je vais l'oublier. Dis-le, et je mets des images pour illustrer ce que tu dis. Pour l'échec, parce que ça, qui en est pour lui qui me le dit. Ça marche pour Duchamp. Non, pour l'échec, parce qu'il y a un problème. Duchamp, deuxième problème de l'échec, je vais te dire un truc là. Il y a eu un combat, il y a pas longtemps, entre justement, qui remet en cause ce que tu dis, et je m'intéresse beaucoup à cette question. Contre la machine c'est la machine qui s'est battue avec Kasparov. Deep Blue, la machine. Non, la machine à échec. Ça fait Deep Blue. Oui, qui a battu. Finalement, Kasparov. pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Après, il a gagné pas mal de parties dans l'histoire. Et ça pose un problème parce que la machine, elle est fondée sur un système logique, elle n'a pas d'imaginaire. Elle n'a pas ce que tu viens de dire de nébuleux. En principe, non. Ah ben non, en principe, non, très bien. Et là, on pose un problème, et justement, tu viens de dire Duchamp, c'est le même problème. Est-ce que Duchamp est un joueur d'échecs? Oui, apparemment. Mais en réalité, on va sortir en bouquin là-dessus, c'est un joueur de Go. Ok. Hasard. La machine ne peut pas travailler avec le hasard. C'est intéressant. Non. Alors, mais ça nous Voilà. emmène Et à c'est la question que pose Bergson Poincaré, et qui va se manifester, mais ça on en parlera après, je vais dire pourquoi. Moi ça fait à peu près 30 ans que je suis là-dessus, parce que j'ai un mode de fonction dans ce truc-là, et Bergson va donner naissance, pas naissance, mais la théorie de Bergson, dans un livre exceptionnel que je vais lire bientôt, j'aimerais bien t'avoir ton introduction, qui s'appelle de Charles Péguy, qui est publié post-mortem de Péguy en 1914, Note conjointe pour Bergson et Descartes. Oui. Et alors là c'est fracassant. Et exactement c'est cette question-là. Le en train de se faire. Ce que Bergson appelait aussi l'intuition. Voilà, l'intuition, c'est pas une faculté mystique de attraper des idées. C'est le en train de se faire. L'intuition, c'est l'intuition de la chose en tant qu'elle se fait. Et comme tu viens de le dire, en durée. En pleine ébullition. Voilà, c'est ça l'intuition. Alors, et Péguy, c'est le premier écrivain qui fonctionne de cette manière-là. Oui. Incroyable. Et Deleuze, dans un tout petit texte de 10 lignes, dit l'écrivain. Alors ça, c'est hallucinant. C'est l'écrivain fondamental, c'est Péguy. Alors là, tu tombes par terre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est la même question. Ouais. Et ce qui est intéressant chez Péguy, c'est qu'il obtient ses effets par un certain usage de la répétition. Évidemment, on a abordé ça il y a quelques jours. La répétition, mais pas, par la répétition. Mais pas antithétique de la création. Non, le en train de. Répéter. On en reparle. Tu fais la préface. Hein. Allez. Parce que t'as le niveau. Puisqu'on est à balancer des noms, on fait du name dropping théorique, allons-y. Peirce, qui est le philosophe le plus mal orthographié, le plus systématiquement écorché de l'histoire de la philosophie. C'est EI et pas IE, d'accord. Donc Peirce, Charles Sanders Peirce, philosophe américain, fin du 19e siècle, lié à la mouvance pragmatiste, pensée pragmatique, a introduit dans la théorie des signes une tripartition, un triptyque bien connu, qui a été beaucoup discuté, utilisé, même Deleuze dans ses livres sur le cinéma, on en fait un usage un peu étrange. Icône, indice, symbole. Alors pourquoi je mobilise ça? C'est juste pour vous dire qu'il y a une théorie du diagramme chez Peirce. Elle est intéressante parce qu'elle est insuffisante en fait, et que Peirce
à toute force, veut faire du diagramme une icône, une variété de l'icône. C'est quoi une icône? Rapidement, c'est juste pour... C'est le moment fiche, puis après je passerai à ma conclusion. Le moment fiche consiste à vous rappeler que l'icône, dans le vocabulaire de Peirce, ça désigne le signe dans sa dimension représentative. Un dessin, c'est un signe, évidemment. Il fonctionne comme une icône si ce qui compte, c'est en effet la dimension le rapport, la relation de ressemblance entre le représentant et ce qu'il représente. L'indice, la logique de l'indice, de l'index, comme son nom l'indique, c'est l'idée qu'il y a un rapport de contiguïté ou un rapport de type causal entre le représentant et le représenté. Alors typiquement, si vous laissez une marque, ou si vous inscrivez dans un dessin une marque, si vous inscrivez, vous êtes dans une logique de l'indice, puisque ce que vous manifestez, ce n'est pas un rapport de ressemblance entre ce qui marquait et la marque, c'est un rapport de contiguïté, de contact, qui fait que le signe fonctionne comme un indice au sens quasiment des empreintes digitales. Et enfin, le symbole, c'est la relation la plus détendue, la plus distendue, la plus conventionnelle qui puisse exister entre un signe et ce qu'il signifie. Le symbole, c'est typiquement tous les codes, l'alphabet, mais aussi tous les codes visuels qui ne fonctionnent pas sur un principe de ressemblance ou de contact, mais sur un principe de convention et donc de relation symbolique. Et où est-ce qu'on met le diagramme? Je veux juste le signaler parce que c'est assez étrange au fond, et c'est sans doute lié au fait que Peirce avait essentiellement en tête, quand il disait diagramme, des diagrammes scientifiques, des diagrammes mathématiques. Sa théorie, c'est que toute l'algèbre est un vaste diagramme. D'accord? On peut tout ramener ça à des relations de connexion. Il dit c'est une icône. C'est très bizarre parce qu'on s'attend à ce qu'il dise c'est du symbole, puisqu'il dit une équation c'est un diagramme. Parce que c'est un système de relations. Etc. Et non, il le met du côté de l'icône. Simplement, il précise, c'est très étrange comme montage, il dit c'est une icône relationnelle. C'est quelque chose qui a un rapport de ressemblance et d'analogie avec la chose. Donc c'est pas déconnecté comme le symbole, c'est pas purement du code ou de la convention. Il y a bien un rapport analogique. Mais l'analogie ne porte pas sur les termes, elle porte sur les relations. Icône relationnelle. Et puis dans un texte très étrange qu'on trouve traduit dans les écrits sur le signe de Peirce, il rajoute ceci, il dit, quand on vraiment s'investit dans un diagramme, il dit c'est très étrange, le diagramme finit par remplacer la chose elle-même. Au bout d'un moment, le diagramme commence à fonctionner tout seul et comme un plan d'activité de pensée autonome, et il se met à fonctionner tout seul et il dit comme dans le rêve. Alors, vous voyez la bizarrerie quand même, cet être... Bon, c'était un mathématicien, un logicien surdoué, Peirce, mais c'est aussi quelqu'un qui avait une attention pour ces moments où la pensée logique dérape et où une icône relationnelle, une équation, un graphe, peut se mettre à fonctionner comme la proposition. J'ai apporté 300 images, donc de toute façon je ne comptais pas vous les montrer toutes. Simplement une formalisation pour vous repartir avec une intuition claire d'un des enjeux, au fond, de ce que j'essayais de montrer, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui devient intéressant, c'est quand le diagramme fonctionne à la fois comme un topogramme et comme un dynamogramme. Une façon de le formaliser, au fond, c'est de montrer que, et ça, j'ai en tête, en vous présentant ça, la manière dont Deleuze et Guattari, dans 1000 plateaux, ont introduit pas simplement la notion, maintenant célèbre, de rhizome, mais quelque chose du plus précis, qui est l'espace lisse, c'est-à-dire un espace de connexion, mais où les connexions se font toujours de proche en proche. Je voulais vous dire qu'au fond, cette notion d'espace lisse, qu'on peut formaliser très simplement, elle capture ce moment de recouvrement du topogramme et du dynamogramme de façon très simple. C'est l'intuition qu'au fond, oui, un espace, si vous avez déjà un espace de représentation, si vous avez des lieux ou des points qui peuvent avoir différentes valeurs, ça peut être des lieux topographiques, ça peut être des idées, ça peut être des mots du langage ou des concepts, et que vous établissez entre eux des relations, vous avez en effet typiquement un topogramme, c'est-à-dire quelque chose comme un schéma relationnel, une icône relationnelle, comme disait Peirce. Mais si vous dégrafez, si vous décintrez l'espace de représentation globale, si vous faites, comme font les marins qui font du cabotage le long des côtes, mais qui n'ont pas la carte, si vous faites abstraction de l'espace de plongement global, et que vous envisagez des connexions, comme on dit, c'est les mathématiciens qui parlent comme ça, de proche en proche, des connexions locales, et que vous pensez l'espace comme quelque chose qui émerge, qui survient ou qui émerge à partir d'une sorte de maillage local de relations, vous obtenez typiquement le genre de représentation qui combine la notion topographique et topologique de réseau, avec des connecteurs, et puis quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, qui relève plutôt du maillage des lignes ou du maillage des parcours locaux. Et là j'ai simplifié, mais en réalité dans un
système un peu complexe. Si vous cartographiez un processus un peu plus complexe, vous avez tout un maillage de lignes entrechevêtrées et beaucoup plus de points et beaucoup plus de possibilités de connexion. Le maillage, il se distingue du réseau en quelque sorte du fait que, et là je m'appuie pour formuler cette distinction sur le livre de Tim Ingold qui s'appelle Une brève histoire des lignes, il se distingue du réseau, le maillage, du fait que ce qui compte c'est moins les points et leur connexion réelle ou possible que justement les trajectoires locales qui les connectent et la manière dont ces trajectoires peuvent éventuellement se recroiser, s'emmêler et faire quelque chose qui n'est plus du réseau et de la malle. On pourrait citer à l'appui de cette intuition la manière dont Fernand Deligny, travaillant avec des enfants autistes, a procédé à des exercices de cartographie collective qui n'ont pas du tout la vocation de produire une sorte de relevé justement géographique, strictement topographique, mais plutôt de construire quelque chose sur un plan qui est justement le plan du diagramme, le plan de réalité qui se construit collectivement là, dans cette activité, quelque chose comme le maillage des relations et des désirs de ces individus qui ont des problèmes, c'est des autistes, mais qui peuvent encore organiser leurs problèmes de façon diagrammatique. Et pas forcément les résoudre d'ailleurs, mais inventer quelque chose comme une forme de vie qui fonctionne jusqu'à un certain point. Fernand Deligny a travaillé, je ne sais plus dans quelle région d'ailleurs, tu dois savoir ça. Oui, dans le sud. Dans le sud, je sais, quelque part dans le sud. Dans les Cévennes. Voilà, d'accord, dans les Cévennes, avec, pendant des années, et ça a produit, j'ai vu ça à la Biennale de San Paolo, là, récemment, il y avait 200 dessins de Deligny, c'est extrêmement impressionnant, et le statut de ces cartes, qui ne sont pas des cartes, est assez intéressant, puisqu'il recoupe tout ce que j'ai dit. Alors je vais, c'est mon... Tu as un peu plus de temps parce que... Oui, mais je vais quand même, parce que j'en ai assez aussi de vous saouler, donc je vais simplement... J'aurais pu parler de Cage, mais je ne vais pas le faire. Cage, c'est intéressant, d'une certaine façon, je l'ai évoqué, quand je parlais d'un diagramme purement gestuel, je crois que 4 minutes 33 de silence, dont il existe une partition, c'est très important, qui est constituée d'une scansion du temps, bon, ce serait le diagramme gestuel à l'état pur. Je dis gestuel parce que j'entends par là quelque chose qui n'a pas besoin de s'inscrire graphiquement, qui peut se dérouler purement dans le temps. 4 minutes 33 de silence, je n'ai pas besoin, j'espère, de t'expliquer ce que c'est que ça, cette affaire-là. C'est à l'état pur quelque chose comme un diagramme du temps. 4 minutes 33, avec ta-7, silences qui sont disposés à des endroits précis, c'est une façon de scander le temps lui-même, de ponctuer le temps, et d'en produire une sorte de diagramme, je dis gestuel. Il faudrait trouver un autre terme, un diagramme performatif. Ce qui est intéressant, c'est que ça produit quand même des partitions et que ça produit finalement des diagrammes. Et que ça a aussi beaucoup agité Cage de savoir comment le genre ou la forme partition pouvait être transformée par ce type d'approche. C'est vraiment une œuvre prototype pour le coup. 4 minutes 33, c'est une œuvre qui organise des pans entiers du travail de Cage. Et puis j'en viens donc à cette proposition qu'au fond, le diagramme absolu, le prototype du diagramme tel que je le pense moi comme objet théorique, c'est le cube de Necker. Vous allez me dire, pauvre diagramme, quoi, si c'est pour arriver à ça. C'est bien triste, mais donc une sorte de Vasarely décanté, comme ça. Non, ce que je veux vous présenter ici, c'est en effet, c'est pas une proposition graphique qui serait intéressante en elle-même, c'est une proposition théorique. L'intérêt du cube de Necker, c'est que vous pouvez le voir dans ces deux états, en alternance, en oscillant très vite de l'un à l'autre, donc deux directions, deux orientations possibles, vers le haut ou vers le bas, donc vous avez l'impression de le voir en contre-plongée ou en plongée, bon, selon l'angle dans lequel, ou la direction, plus exactement, l'orientation sous laquelle vous apparaît la figure. Et ce qui est évidemment passionnant, ce qui a fait couler beaucoup d'angles du côté des psychologues, mais aussi des philosophes comme Wittgenstein, c'est qu'on se demande ce que ce serait qu'une expérience qui fait saisir les deux orientations en même temps, dans un état de superposition. Et je dis que ce diagramme est un diagramme du concept de diagramme. C'est le diagramme absolu parce que c'est le diagramme qui diagrammatise mon problème. Mon problème, c'est de penser un diagramme qui serait lisible à la fois comme un dynamogramme et comme un topogramme, qui serait à la fois capture de force, d'intensité énergétique, de cette dimension nébuleuse et flottante de l'idée en train de se faire, et qui serait en même temps déjà une organisation de cette idée, une organisation de cette force, son déploiement cartographique dans un espace de connexion, qui serait les deux, que je pourrais saisir à la fois intensivement et en extension, à la fois du point de vue des lignes qui se tracent et du point de vue des connecteurs qui mettent en relation des points dispersés dans l'espace. Les deux à la fois, comme ça. Est-ce que c'est possible? Alors là, les avis sont partagés. Il y a je dirais, la conception dominante sur le cube de Necker et l'expérience qu'elle induit, c'est que non, il n'est pas possible en réalité
de faire les deux à la fois pour des raisons très simples qui sont liées justement parce que la théorie de la Gestalt, la théorie de la forme, les psychologues de la forme, la Gestalt, ça veut dire la forme organisatrice en allemand, et ont bien élucidé, c'est qu'en réalité le phénomène il est global. Ce qui se passe quand vous passez de ça à ça, c'est une réorganisation globale du champ perceptif. Vous ne pouvez pas vraiment superposer les deux choses en conservant certains éléments de l'un et certains éléments de l'autre pour le voir avancer et reculer en même temps. C'est pas possible parce qu'il y a un Gestalt switch, une sorte de basculement perceptif global qui est lié aux propriétés, disons, de la perception visuelle et qui fait qu'en effet on ne peut pas se maintenir réellement en ce point d'équilibre. Et moi je demande à voir, parce que je pense qu'on fait tout le temps ça en réalité et que l'art produit de façon systématique, et pas forcément délibérée d'ailleurs, mais systématique, des figures ambiguës de ce genre. C'est-à-dire des figures qui sont destinées pas simplement à admettre deux interprétations différentes, ça c'est quand même le minimum qu'on peut attendre d'une image, mais plus intéressant, à soutenir deux lectures simultanées et contradictoires. Et donc j'ai déjà cité cela, les architectes qui ont alors, systématiquement, alors là pour le coup délibérément, intentionnellement travaillé sur la perspective axonométrique, parce qu'elle a cette propriété de flottement, on ne sait pas très bien dans quel sens il faut le prendre, on ne sait pas très bien si un mur sépare l'extérieur et l'intérieur, disons, quelle fonction exacte il remplit dans l'organisation des choses, puisque tout a l'air de flotter en quelque sorte. Von Duesburg parlait d'un espace flottant. Et qui aurait de l'analogie avec le mouvement d'un paquebot, d'un avion, donc quelque chose qui n'est plus arrimé au sol et donc qui n'est plus ordonné par l'espace de représentation perspective, mais qui admet une pluralité d'interprétations simultanées. Donc on sort du régime perspectif habituel. Ça c'est Wittgenstein, il a aussi construit des maisons, c'est ça le lien, par pure association d'idées. Bon, Wittgenstein, qui est un des auteurs qui s'intéressait au cube de Necker, a écrit sur le cube de Necker et plus généralement sur les figures ambiguës, et je vais terminer là-dessus simplement, parce que c'est aussi un diagramme en un sens, bon, c'est un diagramme d'école, c'est un cas d'école pour les livres de psychologie. Ça a été introduit par Joseph Jastrow à la fin du 19e siècle dans un texte qui s'appelle The Mind's Eye, l'œil de l'esprit. C'est la figure du lapin canard. Vous la connaissez, elle est célèbre. Je doute qu'il y ait une personne dans cette salle qui n'ait jamais vu ça. Donc vous comprenez, alors on ne sait jamais, donc je le dis pour ceux qui n'ont pas vu. Ben, si je regarde comme ça, son petit museau, son œil, ses oreilles, c'est un lapin. Et si je le prends de l'autre côté, bec de canard, d'accord bon. Le lapin canard. Le lapin canard, qui a été reproduit en fait plusieurs fois, et c'est pas vraiment Jastrow qui l'a inventé, en fait, il l'a appliqué à une revue munichoise qui s'appelle Fliegendeblätter en 1892, qui a introduit, donc c'est un illustrateur qui a introduit ça, pas du tout à des fins de réflexion théorique, mais pour amuser la galerie, et ensuite ça a été glosé par des tas de gens, et puis il y a des variations qui existent. Alors là, je ne sais pas, ça dépend tout à fait du degré d'éloignement qui est le vôtre par rapport à l'écran, mais c'est une figure de type lapin-canard, c'est le fameux Marilyn Albert. Vous voyez le visage. Si vous avancez, c'est très très troublant, parce que contrairement à lapin-canard, ça dépend vraiment de votre distance par rapport au support. De près, c'est Albert, et de loin, ça devient très vite uniquement Marilyn. Puis il y a un point d'équilibre, on peut se mettre au milieu, et puis on voit, s'il y a une expérience désagréable, on voit le visage d'Einstein en surimpression sur le visage de Marilyn. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, je terminerai là-dessus au fond, cette dérive, c'est que dans un texte célèbre, dans un passage célèbre des recherches philosophiques de Wittgenstein, en anglais Philosophical Investigations, mais la version originale est en allemand, dans un passage célèbre de ces recherches philosophiques, Wittgenstein traite, bon, il en donne un schéma simplifié, il traite de la figure du lapin-canard et se pose exactement cette question de savoir si on peut, en effet, faire l'expérience du lapin-canard comme tel. Si on peut voir le lapin comme canard et voir le canard comme lapin. Ce qui serait une manière de traduire cette intention, de se placer au milieu, de voir le lapin comme canard ou le canard comme lapin. Ce serait ça, ce que j'appelle voir les deux en même temps, tenir les deux perspectives à la fois. Et bon, lui pense que non, mais pour des raisons qui ne sont pas liées à une théorie psychologique précise, mais qui sont liées au fait, je dirais, au concept même de perspective. C'est-à-dire que pour lui, une image ambiguë, ça n'est pas une image qui conjugue deux perspectives ou deux points de vue sur le même objet,
comme s'il y avait un référent stable, et puis successivement des interprétations comme ça qui pourraient être projetées, et puis à un moment donné on se dit bah, je vais les saisir les deux en même temps, je vais voir l'objet à la fois comme l'un et l'autre. Il dit que c'est pas possible parce qu'au fond le schéma même qui est à la base n'est pas le bon. Il n'y a pas quelque chose, un référent, sur lequel on prendrait des vues. La théorie de Wittgenstein, c'est qu'au fond le référent n'est pas une sorte de matière neutre, indifférenciée, sur laquelle on prélèverait des vues, sur laquelle on opérerait des découpes, mais que d'emblée, la chose se donne comme ceci ou comme cela. Vous n'avez pas le choix. Donc s'il est impossible de conjuguer les deux perspectives, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Vous voyez toujours la chose sous une perspective. Vous pouvez pas, et on ne peut pas parler, comme il dit, deux langues à la fois. On ne peut pas parler deux langues à la fois, on ne peut pas adopter deux systèmes de référence à la fois, c'est toujours l'un ou l'autre. Et l'illusion qui nous fait croire qu'on peut tenir les deux perspectives, c'est qu'on s'imagine qu'il y a une sorte d'objet neutre comme ça, qu'on pourrait viser en agençant ces perspectives, en agençant ces systèmes de visée, et éventuellement en les tenant les deux en même temps, on pourrait aller cadrer comme ça, à la fois comme canard et comme lapin. Ça n'est pas possible parce que ce qui vous est donné, c'est d'emblée quelque chose qui est lapin ou d'emblée quelque chose qui est canard. Jamais quelque chose que vous interprétez dans un signe temps. C'est une façon assez étrange de contourner le problème, mais moi elle m'a intéressé parce qu'au fond, si on s'éloigne de cette idée, si on se déporte un peu, on peut imaginer des figures qui seraient plus des images ambiguës au sens du cube de Necker. La thèse de Wittgenstein étant que toutes les figures de ce genre sont des figures ambiguës, il n'y a rien d'autre en réalité, et ambigu ça veut simplement dire que je peux le voir comme ci ou comme ça, dans une relation disjonctive, mais jamais comme ci et comme ça. En s'éloignant un peu de cette thèse radicale, cette thèse ascétique, sur le fait que toute figure ambiguë peut être pensée sur ce mode, l'un ou l'autre, je pense qu'on peut imaginer des images doubles ou duplices, des vrais canards lapins, simplement en travaillant le diagramme, en peut-être le tirant un peu davantage du côté de l'icône, c'est-à-dire simplement d'une image qui a un caractère plus clairement figuratif, en rajoutant du grain, de la résolution du détail, on obtient des figures comme celle-ci, qui permettent peut-être à l'œil de glisser, de se mettre à flotter et à développer quelque chose comme l'intuition d'un lapin-canard. En brouillant un peu les choses, on arrive à s'installer, non pas au croisement de deux perspectives, mais sur ce plan, qui serait peut-être un troisième plan, qui serait le plan de l'intuition globale d'une figure qui ne serait pas ambiguë, c'est-à-dire qui n'amenait pas deux alternatives, deux sens de lecture alternatives, mais directement duplice. Une figure hybride, une figure canard-lapin. Donc il n'y a pas oscillation entre deux systèmes de référence, mais une réorganisation complète du champ qui fait que voilà, quelque chose comme un diagramme intrinsèquement ambigu est produit. Ça, c'est une autre version possible. Et donc, pour finir, je veux dire que ceci, ça c'est juste parce que je suis en train de réfléchir là-dessus, c'est qu'il y aurait une troisième possibilité. Et c'est toujours là, je ne suis pas du tout en train de vous présenter ça comme des diagrammes intéressants, médités d'un point de vue artistique, esthétique. C'est des diagrammes qui me permettent de penser le concept de diagramme. Vous voyez ? Ça, ce serait une troisième possibilité, et j'appellerais ça volontiers, bon, c'est comme ça qu'on les appelle traditionnellement, quand vous achetez des bouquins, Taschen, pas cher, soldés, vous avez les illusions d'optique, on appelle ça des figures impossibles. C'est pas juste des illusions d'optique, c'est des figurations d'une figure impossible, dont vous voyez qu'elle est impossible. Mais c'est ça le paradoxe, c'est que vous le voyez. Qu'est-ce que ça veut dire voir une figure comme impossible? Du point de vue de Wittgenstein, c'est totalement aberrant. Vous ne pouvez pas voir une figure comme impossible. Si c'est impossible, vous voyez un truc, mais vous ne voyez pas une chose impossible. Vous ne pouvez pas voir, visualiser une contradiction logique, pas davantage que vous pouvez occuper deux points de vue à la fois. Et pourtant, Escher, s'inspirant de constructions mathématiques effectives, ça c'est le triangle de Penrose, c'est le plus beau, je trouve, a produit, vous savez, massivement, c'est un dessinateur souvent un peu dévalorisé parce qu'il a fourni massivement prétexte à des posters pour chambres d'adolescents ou des illustrations pour des livres de mathématiques ou autres. Mais c'est extrêmement intéressant son travail. Je pense dans un rapport de proximité aux mathématiques, dont on a souvent dit qu'il était un peu illustratif, mais qui produit aussi, justement parce qu'il le figure, parce qu'il en produit des illustrations, qui produit, je dirais, des figurations qui donnent à penser. Voilà comment on construit un triangle de Penrose. Hop. Ah, pardon. Voilà, en fait, il faudrait tordre cette figure sur elle-même, comme ça, pour obtenir cette figure impossible. Sur ce surmodèle que
que Escher a construit ses escaliers ou ses cycles infinis, comme ça, où la hiérarchie des plans est systématiquement troublée. Ces gens qui montent et descendent à la fois, infiniment. Piranèse. Bon, j'arrête. Ma suggestion, pour terminer, c'était donc qu'il y a un profit à tirer de la production systématique de diagrammes pas simplement ambigus, mais donc les dimensions que j'ai d'abord fait apparaître comme des dualités sont dans un état d'indistinction qui rend les choses intéressantes. Ma proposition, ce serait qu'un diagramme intéressant pour l'art, pour penser l'art, pour accompagner le processus de création artistique, c'est un diagramme qui fait exactement ça. Et peut-être des diagrammes impossibles, qui nous font voir l'impossible. Merci. Merci.